Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et auditrices de Tatona et bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode de Tatona, le podcast où les conversations profondes prennent vie. Après notre épisode sur la maternité, je vous amène aujourd'hui au cœur de la paternité, une aventure qui ne connaît pas de frontières. Nous allons aujourd'hui rencontrer un homme qui a embrassé la vie de père tout en marchant sur des terres étrangères, naviguant avec grâce entre les couches, les câlins et les valises. Il est papa, il est explorateur, un homme de famille et il explique son histoire à des milliers de kilomètres de chez lui. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. À travers ce voyage sonore, nous allons découvrir les moments poignants, les défis courageux et les leçons inestimables que sa vie à l'étranger a apporté à sa paternité. Mais surtout, nous allons découvrir comment l'amour transcende les frontières, comment les berceuses résonnent dans toutes les langues et comment la famille prend racine là où le cœur se sent chez lui. Alors les amis, attachez votre ceinture, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à un voyage inoubliable. Laissez-moi vous présenter notre invité du jour, Gauthier, qui nous dévoilera son histoire sincère et inspirante de ce que cela signifie d'être papa. Gauthier, merci d'être ici aujourd'hui. Je te laisse la parole pour te présenter. Alors, bonjour tout le monde, Gauthier Ekwebla, entrepreneur, marié depuis 6 ans, papa depuis 2 ans et expatrié, on va dire, depuis 5 ans et demi, précisément à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour à vous et merci de nous suivre. Merci beaucoup Gauthier pour la petite présentation. Je sais que tu as résumé les choses parce que tu as plusieurs casquettes à la fois. Mais ce qui nous retient ici aujourd'hui, c'est ta casquette de papa qui nous retient ici ce matin. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais juste rappeler aux auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode passé sur la maternité de le faire. Aujourd'hui, on va parler de papa parce que tant qu'on donne la parole aux mamans, l'idée, c'est de donner la parole aussi au papa. Et aujourd'hui, on accueille Gauthier dans cet exercice-là. Gauthier, je m'en vais directement dans le vif du sujet. Et j'ai envie de savoir aujourd'hui comment tu es devenu papa, comment tu es rentré dans cette aventure de paternité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire personnelle, etc. Écoute, il se trouve que je suis marié depuis 6 ans maintenant. Et oui, on a pris notre temps pour savoir si on était prêt, si on voulait des enfants ou pas. Et il se trouve qu'on en voulait tous les deux. Et on a attendu le bon moment pour devenir parents, même s'il n'y a jamais de bon moment. Donc, c'est juste ça, hein, c'est juste ça. Il y a un besoin qui naît de la promiscuité et de l'amour de deux personnes. Et le fruit de cet amour, de cette promiscuité-là, de cette cohabitation-là, naturellement, la plupart du temps, c'est l'engendrement d'héritier et d'héritière, on va dire. Donc voilà. Comment est-ce que on s'est retrouvé être parents? Moi, il se trouve que ma femme, on se connaît quand même depuis 12-13 ans, parce qu'on a eu la chance de fréquenter ensemble, on a fait le lycée ensemble. Donc, depuis le lycée, on s'est plus quittés. Ce qui fait qu'on on se connaît relativement bien. On se connaît, on a grandi ensemble, on a mûri ensemble, on a traversé beaucoup de choses ensemble, ce qui fait que quand la carrière professionnelle de l'un et de l'autre a commencé à prendre un tournant et qu'il a fallu que moi, je voyage, je quitte le Togo, parce qu'on n'a pas précisé, je suis togolais d'origine. Il a fallu que je quitte le pays pour un poste à Abidjan. On n'a pas voulu, dès le départ, tu sais, très souvent on se dit, ah ouais, fais un petit bébé avant moi de laisser ta femme. C'est la famille qui dit ça souvent. Et ça n'a pas du tout été notre approche. L'approche a été simple et on cherche un minimum de stabilité. Et dès qu'on aura cette stabilité-là, et je ne parle pas que de stabilité financière, surtout pas. On peut être très très instable financièrement, mais très très stable mentalement, et ça suffit largement pour devenir parent.
Comment est-ce qu'on y est arrivé pour te répondre tout simplement? C'est parce qu'on s'était senti un minimum prêt financièrement et psychologiquement. Ok, intéressant, intéressant, dans le sens où moi, je vais m'attarder un peu sur ce côté de comment, voilà, tu as dit tout de suite, avec ta femme, vous êtes connus depuis plus de 12 ans. Est-ce que ça joue un rôle aujourd'hui dans cette notion de devenir papa, en fait? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ah oui, 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 clairement et définitivement. Parce que moi, il faut savoir un truc, c'est que fondamentalement, je ne désirais pas avoir d'enfant. C'était très clair pour moi, très très tôt aussi, dans mon existence. Déjà à 16-17 ans, j'ai compris que je ne voulais pas. Et ce n'est que vers mes 22-23 que je me suis rendu compte en fait, avoir un enfant, c'est beau, c'est quelque chose de particulier, c'est une grâce divine. Je suis croyant chrétien. Et c'est juste une mission voilà, qui va au-dessus de tes compétences, mais qu'on te donne quand même, que Dieu te donne la force et la grâce d'avoir et de faire, tout simplement. Donc, au fil du temps, j'ai changé d'avis et je pense que ma femme en est pour beaucoup aussi parce que je pense avoir trouvé la bonne, je pense avoir trouvé mon âme sœur. Et bah, ensemble, oui, ça s'est décidé tout seul, quoi. Enfin, ce n'est pas comme c'est pas un jeu de hasard, hein, tu sais, Audrey. C'est un projet de vie. Et le projet de vie, quand tu as un projet, enfin, tu l'as dit un peu pour Tatona, par exemple, quand tu as un projet, tu t'en vas voir des personnes, les intervenants qui puissent te permettre de mener ton projet à bien. Et dans le cas de la paternité ou de la maternité, bah, il faut être deux naturellement, enfin, plus maintenant. Mais au-delà de tout ça, oui, je pense que c'est une grâce. J'ai été touché par la main de Dieu, on va dire, parce que fondamentalement, je ne souhaitais pas avoir d'enfant. Et après, j'en ai eu. Mais je pense que oui, mon épouse en est pour beaucoup. Peut-être que j'aurais été marié à une autre femme qu'elle, que je serais un mari heureux, mais que je ne souhaiterais toujours pas être papa. Définitivement, le conjoint en est pour beaucoup, ou la conjointe en est pour beaucoup, ouais, dans le fait d'avoir des enfants, d'embrasser justement après la paternité, la responsabilité que ça engendre vis-à-vis de votre entourage et de votre famille, quoi, on va dire. Ok, je vois. J'aime bien, j'ai noté dans ce que tu as dit le fait du choix du conjoint qui est très important, dans le sens où on en parlait un peu dans l'épisode sur les relations humaines, du fait que c'est ce choix qui nous permet au fait d'avoir un peu une certaine stabilité. Et comme tu l'as dit vers la fin, soi-disant, voilà, si tu avais épousé une autre femme, ta décision de ne pas avoir d'enfant sera toujours la même décision. Moi, j'ai envie de continuer là-dessus. Toi, aujourd'hui, du moment où tu t'es décidé à, OK, je veux avoir un enfant, comment tu te sens aujourd'hui dans ce rôle-là de papa? Quels ont été les moments, disons, les plus mémorables, les plus gratifiants pour toi en tant que père jusqu'à présent? Bon, déjà, je pense que les moments mémorables et gratifiants, j'en ai pas encore vécu d'état parce que je suis persuadé que le meilleur reste à venir. Moi, j'ai une fille, ma fille, elle a 2 ans en décembre, là. Et oui, elle vient de commencer sa vie, quoi. Que Dieu nous garde et que Dieu nous donne la chance de continuer à vivre ça et à voir nos enfants grandir. Mais au-delà de son âge actuel, je te dirais, comment est-ce que je me sens dans un premier temps dans le rôle de papa? Bah, je suis content, hein. Je vais pas dire le contraire. Pour être très très honnête, oui, je suis très très content et très très fatigué à la fois. Parce que, oui, moi, je suis mi-papa poule, mi-papa carré, 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 on va dire. Donc, oui, c'est prenant d'avoir un enfant à gérer chaque jour, surtout que, tu sais, chaque couple se gère comme il peut, hein. Très souvent, bah, tu es soit fatigué, soit content, soit exaspéré, tu traverses tous les moods possibles. Mais ça restera, à mon avis, une expérience particulière parce que tu ne pourras jamais en fait saisir la globalité de ce qu'être papa si tu n'es pas papa. Et pareil quand tu n'es pas maman. Donc oui, je te dirais pour finir que je suis un papa heureux, ouais, mais très fatigué aussi. Et les papas se reconnaîtront. Donc, tu ne nous encourages pas, moi, personnellement, à devenir papa. On dire, c'est pas de mon coup, tu as mangé ton piment. On a qu'à faire son expérience et on verra, mais ça reste voilà, une bête d'expérience, comme on dit.
En tout cas, c'est particulier. C'est vraiment particulier. À la fois, tu peux être fatigué, exaspéré, confus, mais très, très attendri, très faible. Voilà, ne serait-ce que quand elle te sourit ou quand ton petit garçon te sourit, quoi. Donc, oui, c'est particulier. Et au fil du temps, au fil des mois, bah, tu comprends les parents. Tu comprends les parents, tu comprends l'angoisse que c'est d'avoir un enfant qui est dehors, un enfant à éduquer, un enfant qui n'a pas demandé à naître, mais pour qui tu dois être la meilleure version de toi-même et essayer de faire encore mieux que tes parents. Donc oui, c'est juste ça, c'est prenant et c'est fatigant. C'est prenant, c'est fatigant, en même temps c'est très exaltant à la fois. On va parler un peu de cette éducation. Et tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Tu as dit, tu es un papa mi-carré carré. Je pense que bon, tu auras l'occasion d'expliquer un peu ça à nos auditeurs. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la paternité a changé ta vie ou ta manière de voir le monde? Définitivement, l'être humain, on va dire, de façon générale, n'est pas quelque chose de figé. On évolue avec le temps, on mue, on se transforme, et on évolue. Les événements, les expériences, les environnements, les échanges font que on grandit, on perd, on s'instruit, et ainsi de suite. Et naturellement, un événement aussi marquant que la naissance d'un enfant, bah oui, ça te transforme, ça te transfigure, limite. Donc, je te dirais, oui, à coup sûr et spontanément que oui, je ne suis plus le même Gauthier d'il y a 2 mois, d'il y a 6 mois, d'il y a 6 ans. Ça te fait apprendre des choses et ça te fait laisser aussi des choses. Ok. Et aujourd'hui, si tu dois toucher du doigt deux éléments, par exemple, sur lesquels tu as changé depuis que tu es papa. Alors, après, fondamentalement, je sais que moi-même, je suis changeant parce que oui, je ne suis pas figé en tant qu'être humain, mais je te dirais que pour savoir les traits de comportement, les attitudes ou les habitudes qui ont changé intrinsèquement, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise parce qu'on ne peut pas être le miroir de soi-même, définitivement. J'en suis convaincu. On peut avoir une opinion assez claire sur sa propre personne, mais qui peut être tout le contraire au travers du prisme de l'autre devant nous. Donc, je vais te dire ce que moi je pense sur ma personne. En premier lieu, je te dirais le physique. Alors, pourquoi le physique? Je sais que j'ai changé physiquement et mes aptitudes physiques ont changé parce que passer de 8 heures de sommeil à 3 heures de sommeil par nuit pendant 1 an et demi, ça change. Ton corps s'adapte, ça change. Du coup, ouais, je te dirais que physiquement, de façon générale, ça a un impact. La fatigue, que tu sois sportif ou pas, que tu sois hyperactif ou pas, oui, quand tu as un enfant et que tu interviens chaque jour dans la gestion même de ton foyer ou de cet enfant, de ce nouveau-né-là, forcément, tu lui laisses un peu de ton physique, de ton poids et on va dire, de ton sang, on va dire limite. Le second point, c'est le mental. Donc, c'est le psycho. Tu sais, être papa, moi, en fait, de mon côté, il se trouve que ma trentaine, elle était, comme on dit, un tournant décisif de ma vie. Très important et très, on va dire, m'a mis dans beaucoup de problèmes, on va dire. Euh, Parce que dans l'année de ma trentaine, c'était en même temps l'année dans laquelle oui, je quittais un poste où j'étais quand même bien nanti pour commencer l'entrepreneuriat, on va dire. Et en même temps, bah, je passais à 30 ans, je quittais un poste, je commençais une autre aventure qui est l'entrepreneuriat et je commençais encore une autre aventure qui était la paternité, ce qui faisait beaucoup d'un coup. Donc oui, je peux te dire très très honnêtement que oui, psychologiquement, j'ai pris un coup. Je suis passé par plusieurs petites dépressions et Dieu merci, femme était présent. Le fait d'avoir un enfant m'a renforcé et en même temps, oui, ça déstabilise quoi. Et voilà, c'est pour résumer, oui, je sais que j'ai changé fondamentalement sur deux aspects. C'est le côté physique et le côté psychologique. J'ai eu beaucoup de tourmentes psychologiques et il y a eu beaucoup d'épreuves, et ça continue, hein, et d'épreuves physiques. Donc voilà, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça, j'en ai assez dit. Non, en tout cas, merci beaucoup et merci de nous partager ces expériences-là pour éduquer aussi nos éditeurs et nos futurs papas qui nous écoutent dans ce podcast. Je pense que maintenant, on va aller vers le point de l'éducation de l'enfant. Et je tiens à rappeler également aux auditeurs que toi, aujourd'hui, tu es togolais, mais tu ne vis pas au Togo. Et depuis, disons, 6 ans et demi, tu es basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voilà, 5 ans et demi. On sait tous que l'éducation de ces deux pays
tu me diras hein, en fonction de Qu'est-ce toi. que tu insinues, Audrey Rhodes? Non. C'est pourquoi j'ai dit tu nous diras en fonction de toi parce que voilà, moi aujourd'hui je suis pas papa, moi je suis togolais. Ça fait plus de 6 ans également que je suis basé à Dakar au Sénégal. Si tu me poses la question aujourd'hui en termes d'éducation, je dirais c'est pas la même forme d'éducation des enfants. Je sais pas le cas par exemple pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je te pose la question aujourd'hui, toi, comment tu définis ton propre style d'éducation, tu vois, en tant que père pour ton enfant, même si Non. la petite elle a que 2 ans. Voilà. Effectivement, c'est le point que je voulais toucher en priorité. Moi, j'ai encore, enfin, on va dire, un enfant en bas âge, hein, ou ne pas dire un nourrisson encore, parce que elle commence à parler, elle marche, mais bon, elle n'est pas vraiment autonome, elle a 2 ans, quoi. Donc, en vrai, je ne te dirais pas, ou je ne sais pas si j'ai un style aussi. Moi et ma femme avions un style de paternité ou d'éducation particulier. On essaie juste de rendre ce qu'on a pris en tant qu'éponge quand on était jeune, quand on a grandi, quand on était jeune, adolescent, jeune adulte et adulte. J'ai l'habitude de dire que nous ne sommes que le fruit de notre expérience, donc de nos traumas aussi, ce qui fait que forcément, on a vécu des choses, on a appris des choses qu'on va essayer de restituer. Très souvent, on oublie de scinder ce qui est bien et ce qui est mal de notre expérience personnelle afin de donner en fait que le meilleur à nos enfants. C'est-à-dire que spontanément, on aurait tendance à mettre l'accent sur nos traumas, sur ce qui nous a marqué en tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent, et revenir dessus en fait pour essayer de corriger ou bien pour essayer de nettoyer ou bien de guérir de ce trauma-là au travers de l'éducation que nous donnons à notre enfant. Ça, en fait, c'est quelque chose dont j'en suis conscient. Mais je ne peux pas te dire que c'est mon style d'éducation. Le style d'éducation à la Togolaise, tu le connais, hein, c'est toute la famille qui éduque. Sauf que nous, ici, on est dans un cocon familial où on est 3. Donc, on va dire que oui, on essaie de faire au mieux dans un environnement qui n'est pas fondamentalement le même qui nous a vu grandir. Mais oui, on se base sur nos valeurs, surtout sur les valeurs qu'on a en tant que chrétien, en tant que Togolais, en tant qu'adulte, en tant qu'Africain, vivant en Afrique, pour donner le minimum que nous, on sait à notre niveau. Et après, quand c'est chaud, quand on est en face de nos lacunes et de nos... Tu sais, des fois, très très souvent, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de manuel hein, pour te montrer comment devenir papa, comment devenir maman. Et très souvent, bah, tu t'en vas, tu poses des questions, en fait. C'est ce qui me sauve, en fait. Tu demandes conseil, tu poses des questions, tu te dis, ah, en fait, oh non, j'ai un ami là, il y a un truc qui se passe, j'aimerais savoir comment toi t'as géré. Alors qu'en vrai, l'ami en question, c'est toi. Donc, c'est des choses qui nous arrivent souvent. Des choses qui nous arrivent souvent. Mais oui, pour résumer, je te dirais pas que j'ai un style d'éducation particulier. On essaie juste de donner le meilleur de ce qu'on a reçu et de ce qu'on est en train de vivre, tout simplement. Parce que oui, on a la chance de voyager aujourd'hui. On voit, on est confronté à d'autres cultures, à d'autres éducations. Et on essaie de piquer le meilleur de tout ça et d'élever des enfants qui soient des citoyens du monde tout en sachant qu'ils viennent du Togo, quoi, tout simplement. Ok. Moi, je vais rester un peu sur la partie où tu parlais de trauma et je pense qu'au tout début, tu as parlé du fait que du moment où tu n'es pas encore père, tu ne peux jamais savoir qu'est-ce que c'est d'être parent, en fait. Et moi, c'est une phrase que je me répète dans la tête, dans le sens où beaucoup de fois, tu vois, bon, je vais pas dire on accuse, mais on dit que voilà, nos parents ont fait ci, nos parents ont fait ça. Mais arrivé à un certain âge de notre vie, et moi, je te partage une expérience personnelle. Hein. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, l'année prochaine, c'est 30 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et il y a des choses que je comprends mieux aujourd'hui dans mon approche, que ce soit dans les discussions avec les gens, que ce soit dans mes relations et tout ça, qui me font prendre conscience qu'il y a le décalcage un peu des parents, tu vois, sur nous. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de savoir pour toi, par exemple, comment tu essaies de filtrer tout ça, en fait, tu vois, d'essayer de dire, OK, je te donne un exemple tout bête où on se dit, quand l'enfant fait quelque chose, on le frappe. Tu vois? Oui. Et dans la discussion, par exemple, à avoir avec son conjoint ou sa conjointe, moi, par exemple, c'est des questions essentielles que je pose, même avant de rentrer dans une relation, etc. Où se dire, OK, comment tu vois l'éducation des enfants? Tu vois? Est-ce que tu vas frapper les enfants ou pas? Tu vois? Pour te donner un exemple plus simple, quoi, plus basique.
Comment tu essaies de définir tout ça, en fait? Je comprends ce que tu dis, sauf que en vrai, on ne peut pas tout prévoir. C'est ça, en fait, la vie. La vie n'est pas un fleuve tranquille. On ne peut pas tout prévoir. On peut essayer d'anticiper, mais on ne peut en aucun cas tout prévoir. C'est bien. Moi, c'est une relation que j'ai eue avec mon épouse il y a des années en arrière, il y a 10 ans en arrière. Comment est-ce que tu te vois en tant que maman? Quel genre d'éducation tu veux donner? Quelles sont les valeurs que tu veux prôner au sein de ton foyer, que tu veux inculquer à tes enfants? Est-ce que tu es pour le bâton? Est-ce que voilà, c'est le bâton, la carotte, ou bien non, c'est juste des punitions? Quand tu es dans le vif du sujet. Oui. Et après, encore une fois, chaque couple se gère comme il peut. En fait, moi, je pars du principe que oui, on est sur les réseaux, on voit les choses, oui, on a des beaux parleurs, on a des TEDx, on a des trucs, on a des gens qui recommandent des choses vivement, qui disent que non, que si tu fais pas ça, non, c'est que tu gères mal ton enfant, ainsi de suite. Bro, at the end of the day, tout le monde se gère comme il peut. Et chaque couple est unique. Parce que chaque personne est unique au monde. Nous n'avons pas les mêmes empreintes. Donc, de cette unicité-là, il y a deux personnes uniques qui se mettent en couple, donc qui créent un couple unique. Peu importe si vous écoutez les conseils de Michelle et de Barack Obama, que vous voyez les films d'Olivia Pope, que vous suivez Emma Lowes, ou bien que vous êtes fasciné par le site de vie de Adebayor Sheyi, ou de whatever. Bro, chaque couple se gère comme il peut. Et ça, c'est une phrase d'un ami qu'un ami m'a sorti un jour. Et ça fait tilt dans ma tête. Il s'est resté dans ma tête. L'ami en question s'appelle Aftal Sissé, que je salue au passage. Chaque couple se gère comme il peut. Et il y a une citation, il y a une parole de chanson de Big Flo et Oli que j'aime beaucoup aussi. C'est une chanson qu'ils ont fait pour leur père, dans laquelle il disait, je pense, si je ne m'abuse, pour paraphraser, hein, il n'y a pas de mauvais père, il n'y a que des papas qui font de leur mieux. Point. Et ça, dès que j'ai été papa, je me suis dit, waouh, en fait, c'est accurate, quoi. C'est trop vrai. C'est trop vrai, c'est la triste réalité de la vie qui est là. Et tu ne peux pas t'en rendre compte quand tu n'es papa. Tu peux t'en rendre compte, oui, si tu as pu, en fait, tu peux ne pas être géniteur, mais être papa parce que oui, tu gères des enfants, bien, tu as vraiment ce sens du devoir là, dans ta famille, tu as dû gérer des cousins, des cousines ou bien des petits trucs, voilà, tu vois. La vie fait que il peut arriver que tu sois papa sans pour autant être géniteur. Et dans ces cas précis, tu peux aussi le comprendre. Mais entre comprendre et comprendre et accepter, c'est deux trucs différents. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, mais il y a très peu de choses qu'on accepte. Alors, comme je le disais, on est le fruit de notre expérience, tu vois, de nos traumas, de tout ce qu'on a vécu dans la vie. Et dans ça, naturellement, on sait exactement ce qu'on veut transmettre et ce qu'on ne veut pas transmettre. Mais dans les deux cas, il y a des choses qu'on transmet sans faire exprès. Parce que chasseur naturel, il revient au galop. Et le style, encore une fois, je n'ai pas de style particulier, on va dire. Pour ce qui est de la bâton et de la carotte, oui, en vrai, chaque parent gère son enfant comme il peut. Après, ça dépend aussi de ce que le parent fait comme activité, oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Un parent qui est pilote, il va pas frapper ou éduquer son enfant de la même manière qu'un parent qui est en full remote, qui travaille tout le temps à la maison, tu vois. Donc, c'est aussi ça, le 2023. On n'est plus en 98, on n'est plus en 1960. Ce qui fait que les nouveaux jobs que nous faisons, le style de vie même des citadins actuellement impacte beaucoup et conditionne beaucoup le style d'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est indissociable. Donc, encore une fois, moi, je suis un papa gâteau, mais en même temps, il faut pouvoir être une main de fer dans un gant de velours. Et c'est là toute la difficulté de la parentalité. Pas un gant de velours dans une main de fer, c'est impossible. Pourquoi la main de fer? Parce que, ouais, il faut vraiment avoir des bases solides, pouvoir inculquer des bases et des principes et des valeurs solides à ton enfant pour qu'il ne puisse pas s'en détourner quand il sera grand, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu as très bien répondu et tu as abordé des choses même que je voulais aborder plus tard. Bon, j'ai une petite question et ça, bon, je pense que tu vas répondre par oui ou par non. Est-ce que pour toi, être père à l'étranger diffère d'être père dans son propre pays d'origine? Ça, c'est une question piège, ça, Audrey. Je te dirais oui, je te dirais non. Je te dirais oui. Pourquoi oui? Oui, parce que, tu sais, peu importe où tu es, quand ce n'est pas chez toi, ce n'est pas chez toi. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Même si tu fais 60 ans à Dakar, tu deviens sénégalais, que tu as des petits-enfants sénégalais,
les petits-enfants et les enfants sénégalais se sentiront encore plus sénégalais que toi à un moment donné de ta vie. Parce que, tu vois, tu as grandi dans un environnement qui a été différent, tu as vécu et ainsi de suite. Tu sais de quoi je parle. Donc, je te dirais oui, en ce sens-là, et je te dirais non. Parce que plus important, quand tu éduques un enfant, quand tu deviens parent, c'est le cocon familial. Donc, du moment où le cocon est solide, il est fermé et que l'enfant est au chaud, l'enfant est en sécurité, l'enfant a les valeurs et a tout ce qu'il veut, l'enfant a ses deux parents, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit ici en Alaska, en Érythrée, en Irak ou au Soudan, je pense que oui, la famille tient parce que le cocon familial tient. Donc, c'est oui et non. Ce n'est pas tout rouge ou tout noir, c'est et rouge et noir pour ce coup. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça m'intéresse. Je suis d'accord avec toi hein, sur ta réponse. C'est rouge et noir dans le sens où, et je le dis tout le temps, peu importe le nombre de temps que tu fais dans un autre pays, comme la phrase dit, on se sent mieux que chez soi en fait. Et c'est la même chose pour les enfants dans le sens où je donne naissance à un enfant dans un autre pays. C'est le même père en fait, peu importe l'environnement. Donc c'est à moi en tant que papa ou maman de mettre en place des éléments qui permettent à cet enfant de grandir, en fait. Comme on dit, la maison éduque, mais également la rue éduque. Mais l'éducation que tu reçois à la maison, et tu sais très bien ça, à Lomé, par exemple, on dit, en Minan, je vais en Minan, la Romain. Genre, lui, il m'en dit, tu vois, c'est plus facile. Genre, si tu es bien éduqué à la maison, tu reçois les valeurs qu'il faut de tes parents, etc. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dehors, en fait. Donc, moi, je me dis, c'est en fonction de ce que vous avez convenu avec ta femme et voilà, ta conjointe et tout, de comment éduquer l'enfant. Après on prend mon cas et oui, et moi, Dieu merci, il se trouve que je suis en couple et que je vis avec mon épouse, mais il faut aussi mentionner le fait qu'il y a des mamans qui sont célibataires, qu'il y a des papas qui élèvent des enfants célibataires. Il faut aussi qu'on mette en avant le fait qu'il y a des papas célibataires qui gèrent tout seuls des enfants et qu'il y a des mamans célibataires aussi. Dans mon cas présent, on parle de paternité, donc oui, il y a énormément de pères célibataires aussi. Il y en a énormément à Abidjan, il y en a, enfin, je pense que c'est un souci des grandes villes. Hein. Je considère Abidjan comme une grande ville en Afrique. Et moi, je connais énormément de pères célibataires ici. Et je connais énormément de mères célibataires aussi. Et dans les deux cas, ça revient à ce que tu dis. Du moment où il y a une base, il y a un cocon, que ce soit que vous soyez en couple, que vous soyez seul, géniteur ou beau-père ou whatever, à gérer un enfant, l'essentiel, c'est le cocon. C'est l'environnement close, c'est l'environnement privé qui fait que l'enfant se sent chez lui, l'enfant sait que dans cet environnement, ça, c'est les codes qu'il y a, ça, c'est les valeurs qu'il y a à respecter, ça, c'est les interdictions qu'il y a. Et au fur et à mesure, bah, on inculque en fait cette éducation-là à l'enfant au sein de ce cocon. Et du moment où l'enfant commence à grandir, bah, on l'ouvre beaucoup plus. Le cocon reste quand même fermé, mais on ouvre l'enfant et on prépare l'enfant à la société. Parce que la société, voilà, c'est le rush, tu peux y arriver, quoi. Et il y a énormément de culture de civilisation, de culture d'éducation et de principes, de valeurs différentes qui ne sont pas forcément celles prônées au sein du cocon. Donc oui, c'est d'où l'importance au fait d'avoir un cocon ferme, bien figé, bien fixe et qui ne vacille pas. Que tu sois père seul ou père en couple ou ainsi de suite, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est une question qui m'est venue là tout de suite en t'écoutant parler. Selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre l'éducation qu'un couple, genre marié, donne à un enfant et un papa ou une maman célibataire donne à un enfant? Alors, moi, je vais te répondre en me basant sur ma religion, d'accord? Je suis chrétien. Et en fait, dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que moi, je comprends de ça, c'est quoi? C'est que, déjà, quand tu es un garçon, tu es un homme et que tu vis avec tes parents, voilà, c'est qu'il faut un couple pour gérer un enfant. Donc, l'enfant, qui grandit, quittera aussi son père et sa mère pour devenir papa et maman, pour aussi, voilà, éduquer, avoir des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oui, c'est important pour un enfant d'avoir papa et maman, ou d'avoir maman et maman, ou d'avoir papa et papa, whatever, c'est le goût et le couleur, tout ça, tout ça. Mais moi, je me réfère à ma religion et à ce que je suis et ce que je vis.
je pense qu'il est primordial, il est fondamental d'avoir son père et sa maman. Après, tu sais, un père, ce n'est pas forcément un géniteur. Il est important de le préciser et c'est important pour moi parce que j'ai eu un géniteur, mais j'ai eu plusieurs papas dans ma vie. J'ai un oncle qui repose en paix, que j'ai perdu récemment, qui pour moi était un père sans le savoir. Et en fait, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte en l'enterrant. J'ai un grand frère qui pour moi, au-delà du grand frère qu'il est un père. J'ai un ami qui, au-delà du grand frère de l'ami, voilà, avec lequel on fait les 400 coups, qui a en fait un aura de papa et qui me conseille comme un père. Donc, on peut être géniteur, mais ne pas être père. Et on peut être père sans pour autant être géniteur. C'est très, très important. Fondamentalement, une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Dieu fait bien les choses. La nature sait pourquoi c'est comme ça, en fait. Donc, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas te l'expliquer de façon scientifique, mais je trouve que c'est important pour une stabilité, une certaine stabilité de l'enfant d'avoir papa et maman à côté. Après, la réalité du terrain, elle est tout autre. Moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Ce qui fait que oui, jusqu'à 7 ans, à 7 ans, je commençais à avoir des souvenirs, je commençais à retenir les choses, à retenir les événements, ainsi de suite. Et jusqu'à 7 ans, je me rappelle encore du dernier anniversaire que j'ai fait quand mes parents étaient ensemble, ainsi de suite. Et à partir de 8 ans, patatras, tu vois. C'était un bleu total. Je me suis dit, mais attends, mes anniversaires, je sais que je les fêtais, mais bon, il n'y avait pas papa forcément qui était là. Je savais qu'on vivait tous ensemble avec mes grands frères, mes sœurs, et ainsi de suite, mais juste avec maman, on voyait papa à l'occasion. Donc, forcément, tu ne manques pas d'amour, tu vois. Tu ne manques pas d'amour, tu ne manques pas d'accompagnateurs, de gens à tes côtés, tu ne manques pas forcément de sous, de quoi que ce soit, mais tu ressens quand même un manque quelque part. Et avec le temps, peut-être tu ne ressentiras pas forcément à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, tu pourras le ressentir à 30 ans, à 50 ans, à 40 ans, ou whatever, ou quand tu seras parent. Mais je suis convaincu que la nature fait bien les choses. C'est pour ça, en fait, l'eau ne coule pas de haut en bas. Et c'est pour ça aussi, voilà, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Donc, ouais, pour éduquer un enfant, je trouve que la nature souhaiterait que le papa et la maman soient ensemble pour honorer la nature et pour faire bien les choses, quoi. Donc, voilà ce que je pense sur ce sujet précis. J'espère qu'on va pas me taper dessus dans les commentaires. J'aimerais relever quelque chose qui est important, c'est que, oui, moi, personnellement, je suis en couple, je vis avec mon épouse et avec mon enfant, mais on travaille. Ce qui fait que oui, moi, je suis parti le matin, je rentre le soir, par exemple. Et mon épouse, par exemple, c'est une dame qui travaille énormément et qui voyage énormément. Ça veut dire que dans certains mois, on passe une semaine ensemble, quoi. Donc forcément, oui, des fois, notre enfant, on la voit une semaine, quoi. Donc oui, c'est aussi à prendre en compte. Et après, l'être humain est doué, on a les aptitudes qui font qu'on s'adapte. Donc l'enfant s'adapte, je m'adapte, elle s'adapte, mais bon, voilà. Ok, je voulais même venir sur ce sujet-là parce que je pense qu'au tout début, quand je t'ai présenté avec la casquette de papa et moi, je te connais personnellement, je sais que voilà, tu as une autre casquette à côté de vie professionnelle et aujourd'hui qui est devenue un peu plus dense. Moi, j'ai envie de savoir aujourd'hui comment tu gères cet équilibre-là entre ton rôle de père et tes responsabilités professionnelles. Et si tu peux revenir un peu sur toi, ce que tu fais, etc., pour nos auditeurs. Alors, on va commencer par ça. Alors de base, j'ai une formation en communication des entreprises. J'ai fait licence management, bon, que je n'ai jamais terminé, il faut dire la vérité. Parce que moi, quand mes collègues étaient en licence, j'étais déjà en stage payant. Du coup, moi, j'ai foncé. En vrai, oui, j'ai un profil DA, j'ai un profil communicateur, mais bon, très très vite, j'ai su que le design et la communication visuelle était ma passion. Bah ouais, comme quoi, bon, là, je m'y retrouve et ça fait que, ouais, je suis dans la communication visuelle. J'ai travaillé en e-commerce, j'ai travaillé à la radio, à la télévision, j'ai travaillé en agence de communication aussi. J'ai travaillé en institution. Plus récemment, j'ai travaillé pour une grosse régie publicitaire française basée à Abidjan pour la sous-région. Donc, j'ai géré 3 pays dans la sous-région et j'y ai fait 4 années. Donc, finalement, j'ai démissionné un peu après la naissance de ma fille, justement. Je pense que ça a été aussi un déclic, hein. Je ne l'ai pas dit dès le départ, mais le fait d'avoir un enfant m'a poussé à me remettre en question et à remettre en question la carrière qui se profilait devant moi et ce que j'avais déjà fait dans ma petite carrière.
Actuellement, je suis entrepreneur, donc je lance des produits. Je suis en train de travailler sur un site e-commerce. Je suis une application aussi. Et à côté, mon activité principale, oui, c'est un studio de design. Donc, je suis le propriétaire d'un studio de design basé à Abidjan. Ça s'appelle Gali Studio. Et nous faisons du brand identité, du design, du social media et du web. Donc, voilà ce que je fais. Pour être tout à fait honnête avec toi, parce que bon, c'est une discussion entre amis, même si des milliers de personnes nous écoutent, je te dirais très honnêtement que l'équilibre, je jongle encore avec. Je n'ai pas encore trouvé l'équilibre personnellement, mais on essaie de faire avec tout simplement. Tu sais, j'ai déjà été entrepreneur dans d'autres jeux, donc à Lomé au Togo, mais ce n'est que maintenant en fait que je rentre vraiment dans ma vie active entre guillemets. Ici en tant qu'entrepreneur, donc ça fait déjà 1 année et demie on va dire, c'est tout chaud, c'est tout neuf. Donc oui, la première année, ça s'est couplé avec la première année aussi, on va dire, de mon objectif était, oui, un raz-de-marée énorme. Donc je peux te dire que oui, je suis en train d'aller vers l'équilibre, mais je ne l'ai pas encore. Ce qui fait que des fois, oui, c'est prenant, des fois aussi c'est frustrant, et des fois, oui, tu te dis, ah, heureusement que je suis entrepreneur, que je n'ai pas besoin de faire du 8-18 quelque part dans un bureau chez quelqu'un, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, hein. Donc je te dirais, oui, que la stabilité, elle n'est pas encore acquise, mais qu'on y travaille. Dans tous les cas, elle n'est jamais acquise à la stabilité. C'est comme le bonheur, il faut y travailler. D'accord, d'accord. Je vois un peu. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que le fait de devenir papa a changé quelque chose ou a influencé tes relations familiales? Quand je dis tes relations familiales, je parle plus de ta famille, ta belle famille également, etc. Est-ce que ça a influencé? Oui, forcément, parce que, tu sais, quand il y a un événement dans la famille, bah oui, c'est un événement familial, que ce soit, tu vois, ton enfant, c'est l'enfant de toute la famille, ça crée des liens ou ça casse des liens. Moi, personnellement, je pense que le fait d'avoir un enfant m'a rapproché de ma belle famille et m'a éloigné un tout petit peu de ma famille à moi. Je vous explique. Naturellement, oui, la famille de ma femme, bon, c'est elle qui a porté le bébé. Naturellement, oui, le beau-père, la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère, ils viennent beaucoup plus vers madame, vers mon épouse, parce que oui, ils ont un enfant, ils veulent avoir des nouvelles. Et naturellement, ils prennent beaucoup plus de nouvelles de moi aussi, parce que oui, nous sommes nouveaux parents, et ainsi de suite. De l'autre côté, même si ma famille prend des nouvelles, ainsi de suite, moi, je ne vais plus vers ma grande famille comme je le faisais avant. Parce que oui, là, j'ai une famille à gérer maintenant. Donc, je pense à priorité. Et c'est peut-être ça, en fait, la différence entre la paternité et la maternité. C'est que au-delà de la famille de laquelle on sort, il y a une famille qui s'impose à nous. Et c'est la famille qu'on crée. Et moi, dans mon cas, je pense à priorité, en fait, à ma famille, à moi, donc à ma femme, à ma fille, à moi, un peu plus qu'à ma grande famille. Et ça va de soi, parce que aucun enfant ne demande à naître, hein. Après, oui, c'est un devoir de père de prévoir la vie de cet enfant-là, d'anticiper les moindres détails. C'est pour ça que je dis que oui, avoir un enfant, c'est un projet de vie. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. C'est un projet de vie. Donc, forcément, gérer un projet de vie, c'est pas comme gérer un projet de site internet, hein. Donc, forcément, ça t'éloigne des choses. Il y a des choses que tu ne fais plus comme avant. Il y a des choses que tu fais beaucoup plus qu'avant. Il y a des contacts que tu perds. Il y a des routines de famille que tu ne peux plus honorer. Il y a des nouvelles que tu ne demandes plus comme avant. Parce qu'au-delà d'être nouveau papa, parce que c'est chaud, parce que oui, on pense à nous, pas de façon égoïste ou non-priviste, mais de façon responsable, parce que c'est un devoir qu'on essaye de faire. On s'éloigne un peu. La famille qui vient vers nous et la famille qui prend des nouvelles. Mais au-delà de ça, je sais qu'on le dise ou pas, il y a un petit truc qui se brise. Parce que, maintenant, oui, l'individu, il était seul. Il faisait partie intégrante d'une famille. Et bah, du moment où il a une famille à lui, bah, naturellement, ce n'est plus, voilà, le même pourcentage d'implication dans la grande famille, quoi, on va dire. Mais bon, c'est dommage et c'est regrettable, parce que on ne peut pas ne pas vivre sans famille, naturellement. Et oui, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, quoi, en fil rouge tout le long de sa vie. On s'approche de la fin. C'est une discussion super intéressante et que si on veut rester là-dessus, on va passer toute la journée. Je pense que maintenant, on va partir un peu plus dans la partie conseil. Et moi, très sincèrement, comme je te l'ai dit dans la préparation de ce podcast où je disais, bientôt, moi aussi, je vais entamer la voie. Donc, quel conseil aujourd'hui, dans un premier temps, tu pourrais donner à d'autres jeunes pères, c'est-à-dire les gens qui sont déjà papas, qui entrent un peu dans ce voyage pour la première fois. C'est-à-dire, voilà, ils viennent d'avoir un enfant comme toi aujourd'hui, qui a 1 an, 2 ans, 3 ans. Quel conseil tu pourrais leur donner?
Alors déjà, en aucun cas, je me permettrai de donner des conseils parce que je suis très mal placé pour donner des conseils dans ce sens-là. Ce que je vais faire, c'est donner on va dire les highlights qui me reviennent en tête depuis que je suis papa ou depuis que voilà, j'ai appris que ma femme attendait un enfant, on va dire. La première chose, c'est que être papa ne commence pas quand l'enfant naît, mais quand ta femme est enceinte. Être papa, ce n'est pas quand tu portes ton enfant dans tes mains à la naissance. Tu deviens papa du moment où ta femme porte ton enfant. C'est très important de le savoir parce que on a tendance à penser que la femme gère la grossesse et après, nous gérons le bébé. Alors qu'en vrai, non. Tu portes la grossesse, mais nous gérons la situation ensemble et après, nous gérons le bébé ensemble. C'est la première chose que j'ai apprise en matière de paternité ou de parentalité. La seconde chose qui s'est offerte à moi sans que je me le demande, je reviens dessus parce que c'est très important, nous sommes portés par cela, c'est la forme physique. J'ai appris à ne pas négliger mon sommeil, mais tous les sommeils ne sont pas réparateurs, donc vaut mieux être en forme physiquement, être sportif ou pas, ou avoir une routine de vie qui te permet de bien tenir, même avec 1 heure de sommeil. Parce que on a demandé conseil à un médecin qui nous a dit, je ne vais pas vous mentir, pendant les 2 prochaines années, oubliez le terme sommeil. Oubliez ce qu'on appelle sommeil. Parce que je ne peux pas vous le dire comme ça, en fait, c'est vous mentir, mais quand tu deviens papa, quand tu deviens maman, bon, il y a une nuance à faire. Quand tu deviens papa ou maman et que tu es conscient de ton rôle et que tu essaies de jouer ton rôle de papa, ne néglige pas ta forme physique. Parce que oui, il y a des papas qui sont papas mais qui ne font pas le rôle de papa et qui le vivent très bien, qui gèrent très bien leur couple, mais il y a des gens qui ne sont pas juste, qui sont pas juste papa poule, qui ne sont pas juste impliqués dans la paternité, à part l'aspect pécunier ou ainsi de suite. Mais, et bon, bref, chacun gère son couple comme il peut. Mais quand vous voulez être un papa présent, impliqué, avec le sens et la responsabilité et du devoir de papa que vous voulez faire, je pense que c'est très important d'avoir une bonne forme physique. Le second, c'est l'état psychologique. J'ai traversé beaucoup de zones de perturbation ces dernières années et je pense que ça m'a rendu fort et ça m'a rendu... j'ai appris beaucoup de cela et heureusement, j'en suis sorti parce que justement, on avait un cocon donné, on avait une certaine promiscuité. On avait un antécédent, on avait une expérience de vie ensemble, on se connaissait assez pour deviner en fait quand ça n'allait pas, quand ça allait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. En même temps, ce n'est pas toujours le temps qu'on savait ce qu'il y avait à faire, ce qu'il n'y avait pas à faire, mais on avait quand même l'aisance, on va dire, la plupart du temps, tôt ou tard, d'en parler, d'en discuter, d'aller au-delà de ça et de se donner des conseils, de supporter. Donc, c'est important de ne pas négliger sa santé mentale, surtout quand on devient papa, surtout quand on est géniteur. C'est très, très important. Ne surtout pas négliger sa santé psychologique, mentale et sa santé physique. C'est très important. À part ça, qu'est-ce que je dirais? Franchement, adaptez-vous, hein, adaptez-vous. Adaptez-vous, quoi. Adaptez-vous, soyez prêts à jouer et voilà. Supportez vos femmes. Supportez vos conjoints, vos conjointes, tout simplement. Supporter, ce n'est pas forcément être là, présent. En fait, non, c'est surtout savoir au fin fond de soi que vous êtes là et que vous êtes là, en fait, que vous n'êtes pas juste là physiquement, mais que vous êtes là et soyez juste persuadé, en fait, que la personne en face de vous qui est dans cette aventure sache que vous êtes là et que lorsqu'elle broie du noir, des fois on a envie de broyer du noir, des fois on doit broyer du noir. Mais savoir qu'on a quelqu'un qui puisse apporter de la lumière, c'est très important. Qu'on l'ait demandé ou pas, savoir au moins oui, qu'on a quelqu'un qui peut nous tirer de cette obscurité-là, du moins quelqu'un vers qui on peut se reposer quand on est fatigué, physiquement, psychologique. C'est très important. Donc oui, c'est, je pense, les 4 choses les plus importantes que j'ai appris de cette aventure de papa. Mais il y en a énormément que je continue d'apprendre. Merci beaucoup, Gauthier, pour ces conseils-là qu'on note et j'espère que nos auditeurs aussi ont noté. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie des conseils. Et ça, comme je l'ai dit au tout début, ça me concerne et beaucoup d'auditeurs vont se retrouver dans mon cas, donc vivant à l'étranger, qui n'est pas dans son pays. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, quel conseil en tant que, moi je te considère en tant que pote, mais également en tant que grand frère, parce qu'il y a beaucoup de choses, que ce soit professionnellement ou personnellement, quel conseil tu pourrais donner à un jeune comme moi, en fait, aujourd'hui, qui vit à l'étranger et qui veut se lancer dans cette aventure de devenir papa?
il y a beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui parce que je sais que tu le sais très bien, c'est comme à Abidjan. Dakar aussi, c'est, voilà, tu as un mec une sorte Effectivement. de Effectivement. nationalité qui habite ici, etc. Et que tu viens dans un premier temps pour le travail, mais tu te retrouves à avoir une vie, à créer une vie ici sur place, etc. Tu dois donner un conseil à quelqu'un et voilà, on va parler en pote, quoi. Bah, depuis le début, on parlait en pote, hein, sinon il y a des choses que j'aurais jamais dit. En vrai, en vrai, encore une fois, je vais me baser sur mon expérience à moi. Je ne détiens pas la vérité absolue. Loin de moi l'idée de m'ériger en donneur de conseils. Je ne suis qu'un enfant. Moi, je pense que, et ça c'est moi, encore une fois, avant de me lancer dans la paternité ou la parentalité, appelons-le comme on veut, j'ai traversé une période où je ne souhaitais pas du tout, enfin je savais que j'allais épouser quelqu'un que j'aimais, ouais, j'aimerais bien être en couple, vivre avec quelqu'un, partager, vivre des choses avec quelqu'un, mais à aucun moment je me disais que j'allais avoir des enfants. Tu sais, ça a changé, je pense, j'ai été convaincu au fil du temps, au fil des années, d'avoir trouvé la bonne personne. Dieu merci. Et mon opinion sur le sujet a changé aussi, ça s'est fait tout seul. Ce n'est pas comme si on avait passé des heures et des années à débattre du sujet, comme quoi, à donner des arguments, et ainsi de suite. Bah non. Ça s'est fait tout seul. Et en fait, justement, ça s'est fait aussi seul que la décision de me marier, par exemple, de passer au mariage, de sauter le pas, par exemple. Moi, pour la petite histoire, on n'avait même pas 25 ans. Je pense on devait avoir 23, 24 ou un truc comme ça. En me semble, oui, je me suis marié assez tôt, on va dire. Je sais qu'il y a des gens qui se marient à 18 ans, 19 ans. Je me suis marié un peu après 20 ans. Mais ça s'est fait tout seul aussi. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'il y a des choses que tu sens, des choses que tu ne ressens pas. Je n'ai pas eu peur au fond de mon cœur quand j'allais demander la main de ma femme parce que je savais que j'étais en phase avec ma décision et que j'étais convaincu, même si j'aurais eu 17 ans, j'aurais eu 20 ans, j'aurais eu 6 ans le faisant, que j'aurais ressenti la même chose. J'étais en phase avec ma décision de sauter le pas et j'étais convaincu d'avoir fait le bon choix et d'avoir trouvé la bonne personne. C'est ce qui a fait que j'ai franchi un pas donné. On a franchi un pas ensemble en devenant parents quand on se sentait un minimum prêt, quand on savait très bien que ça allait être chaud, ça allait pas être ça allait pas être facile tous les jours, ainsi de suite. Mais tous les deux, on s'est sentis prêts. Mon épouse beaucoup plus que moi parce que en premier lieu, oui, c'est elle qui porte l'enfant et elle ne se serait pas sentie prête quand on ne serait pas en train de faire ce podcast aujourd'hui. Elle se serait sentie prête cette année et je ne serais pas papa, mais futur papa. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'il y a des décisions de vie parce que c'est des décisions de vie qui se font quand on est en phase avec la décision ou bien le pas qu'on va franchir. C'est ce qui est le plus important. Quand tu es en phase avec quelque chose, tu le sens. En fait, je ne sais pas comment te le décrire, mais je sais que tu le sais. Quand tu démissionnes d'un boulot, quand tu es en phase avec cette démission-là, tu le sais. Quand tu te lances dans une aventure, tu peux le sentir, ne pas le sentir, mais au-delà de ça, ouais. Après, moi, je prie, je suis chrétien encore une fois, je m'en remets à Dieu, je m'en remets à mes émotions, à mon ressenti, à ma tête, et je m'en remets surtout aux conseils des gens tout autour de moi. Je prends mon avis à moi, je prends l'avis extérieur, je prends l'avis divin, et j'en fais un mix de tout ça. Je prends une décision en me basant sur ces trois piliers-là. Et c'est ce que je vous recommande. Le premier pilier, c'est moi, c'est ma personne. Parce qu'on parle de moi, de ma vie, le salut est personnel, donc je parle de moi. Donc, se baser sur vous, vos ressentis à vous, vos principes à vous, vos objectifs de vie, vos choix de vie à vous. Vous basez sur vous en premier lieu. Vous pouvez vous baser sur un ami ou votre entourage ou voilà, vos proches. Et c'est ça le second pilier, un avis extérieur. Mais au-dessus de ces deux avis-là qui sont personnels et extérieurs, il faut avoir l'avis de la personne ou de l'entité ou de la puissance ou bien du Dieu ou ou de la chose que vous adorez ou que vous n'adorez pas tout simplement parce que tout le monde n'adore pas quelque chose. D'accord. Merci beaucoup, Gauthier, pour ces conseils. Ce ne sont pas des conseils, Audrey. Et vite, et je ne veux pas que les gens tapent sur moi. Ce ne sont pas des conseils. Je ne suis qu'un enfant. J'ai aimé, je me marre quand j'écoute les épisodes passés parce que oui, il y a beaucoup de trash talk dedans, mais il y a beaucoup de vérité aussi. Et ce que j'aime surtout avec Tatona, c'est quoi? C'est en fait, on essaie de faire quelque chose de ne pas édulcoré et c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'être le vrai moi en parlant avec mes mots, en parlant quand je le fais au jour le jour dans mon quotidien.
Bon, je pense que là, on est à la fin, Mhm. vraiment à la fin. Je sais pas si, avant que je clôture, si tu as une anecdote, une histoire spéciale que tu aimerais partager avec nos auditeurs, voilà, quelque chose qui représente vraiment pour toi cette expérience que tu vis aujourd'hui de ta vie de papa. Euh, d'un malaise, tout simplement. J'ai fait un petit malaise dehors. Et c'est la première fois de ma vie, en fait, qu'il y a un truc comme ça qui m'arrivait. Je n'ai jamais été hospitalisé de ma vie, j'ai jamais eu de fracture, je n'ai jamais eu de... Dieu merci jusqu'à ce jour. Et il se trouve, en fait, qu'il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines maintenant en arrière, j'ai fini ma journée de travail, j'ai dîné avec un ami calmement et je me suis levé pour aller aux toilettes me rafraîchir et je me suis écroulé tout seul et j'ai pas compris. Bon, après, oui, j'ai consulté ainsi de suite. Rassurez-vous, je me porte très bien et je n'ai pas de problème cardiaque ou quoi que ce soit. Dieu merci, encore une fois, on rend grâce. Pourquoi est-ce que je partage cette histoire? C'est parce que j'ai appris, en fait, mon corps m'a ramené à la réalité. Et c'est le dernier sujet que je souhaiterais aborder dans ce podcast. Vous savez, j'ai été très, très petit. Je me suis senti très, très petit, très impuissant quand mon corps m'a lâché. Pourtant, ça, ce qui est très personnel, tu sais, tu me connais, Audrey, je suis du genre vivant heureux, vivant caché. Oui, j'évoque ce sujet parce que c'est important quand vous devenez parent de vous ménager. Parce que quand on devient parent, on a beaucoup plus de stress, on est assujetti à beaucoup plus de tâches et on gère beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On vit beaucoup de choses pour la première fois et on passe par beaucoup comment dire, d'émotions pour la première fois. Et dans mon cas, c'est surtout la fatigue qui fait que j'ai fait un malaise, en fait, tout simplement. Donc, je vous recommanderais fortement, je vous prierai d'essayer de mettre la balle à terre très souvent, de vous reposer, parce que tôt ou tard, quand vous procédez de cette manière-là, vos corps vous lâcheront. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, surtout quand on devient papa, surtout quand on devient maman. Non, on veut être avec notre enfant, on veut passer du bon moment avec nos enfants. Donc, je vous recommande fortement de prendre soin de vous, très honnêtement. Je suis venu en parlant de ça parce que, bref, prenez soin de votre corps, ménagez-vous, c'est très important, ménagez-vous, reposez-vous, ne négligez pas vos heures de sommeil. Même si c'est compliqué, hein, surtout quand on est en nourrisson, on ne compte plus les heures de sommeil, mais ménagez-vous. Merci Gauthier. Et un mot de fin. Alors, un mot de fin, je ne saurais pas où commencer, hein. Déjà, merci Audrey, parce que, alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment le premier podcast de ma vie. J'ai pas l'habitude de vivre heureux en étant caché. Tu m'as sorti de mon petit trou à rats. Merci à toi de m'offrir cette lucarne-là, d'échanger un sujet aussi personnel que le fait de devenir papa. J'espère que ce qu'on a partagé déjà est pratique. Je l'espère parce que, bon, on parle de nous, mais bête celui qui pense qu'on ne parle pas de lui quand on parle de nous. Parce que voilà, on parle de l'homme de façon générale, on parle de l'homme grand H. Sur ce sujet précis, on parle de papa, on parle de paternité. Et j'espère vraiment que ma petite expérience sur le sujet éclairera d'autres et que mon vécu et ce que je continue à vivre voilà, sera aussi le miroir de beaucoup d'autres et que les gens seront aptes à échanger, à discuter. Donc pour le cas, je suis joignable et disponible pour échanger, pour discuter, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et n'hésitez pas à partager le podcast aussi. Encore une fois, Audrey, merci. En tout cas, merci pour la lucarne et j'espère que voilà, que j'ai dit des choses qui ne sont pas que bêtes et j'espère que vous aurez la présence d'esprit de estirper de tout ce brouhaha-là, les choses qui sont ne serait-ce qu'un peu pratiques pour vous et pour votre vie, on va dire. Merci à vous. Super, 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 super. Merci beaucoup, Gauthier. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Et comme je t'ai dit au début, ça m'a beaucoup fait plaisir de discuter un peu de ce sujet avec toi, qui est un sujet super important, que ce soit pour moi et toute l'équipe. Je tiens également à remercier tous nos auditeurs, toutes ces personnes-là qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et comme Gauthier l'a dit, voilà, on est dans un espace d'échange, un espace où on partage les expériences et les vécus des personnes. Et comme une fois, ce n'est pas des paroles d'évangile, Effectivement. c'est le vécu de ces personnes-là. Et voilà, et on n'est pas à l'église ni à la mosquée pour dire, OK, bon, ce que Gauthier a dit,
c'est exactement ce qu'il faut appliquer dans votre vie, C'est ça qui etc., est ça. comme il a dit lui-même. Donc, prenez vraiment le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et je vous invite sincèrement à vous abonner aux différents comptes réseaux sociaux, à participer également à la conversation parce que Tatona, ça ne s'arrête pas uniquement aux épisodes là qu'on est en train de faire. La conversation continue, que ce soit dans les DM, dans les commentaires, etc. Et on a vu qu'aujourd'hui, c'est une histoire inspirante de la paternité à l'étranger qui nous rappelle aujourd'hui à tous que la famille et la parentalité en soi sont des expériences universelles, même dans des environnements différents. Merci encore une fois à toi, Gauthier, d'avoir partagé ce voyage avec nous aujourd'hui et à nos auditeurs aussi d'avoir rejoint la discussion. Et si vous avez des expériences similaires en tant que parents, surtout, n'hésitez pas à les partager avec nous. On reste à l'écoute pour d'autres épisodes fascinants de Tatona. On se dit à la semaine prochaine sur Tatona, là où la parole se libère et se transforme. Merci à tous.